Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Voyons tout de suite ce qui a fait l'actualité internationale de la semaine, le conflit en Syrie et le nouveau tournant qu'il a pris avec l'entrée en guerre de plusieurs grandes puissances, dont la France. Tout avait commencé quand, dans la foulée des printemps arabes en 2011, une partie de la population syrienne s'était soulevée contre le régime de Bachar al-Assad et avait subi alors une répression féroce. Les puissances occidentales et du Golfe avaient alors décidé d'apporter un soutien financier et d'envoyer des armes à des groupes rebelles pour permettre le départ du tyran. Le problème, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. À partir de ces groupes à qui l'on avait livré des armes, s'est constitué l'autoproclamé État islamique, ou Daesh, tristement célèbre aujourd'hui pour ses crimes de guerre et l'institutionnalisation de pratiques médiévales, comme le rétablissement de l'esclavage et l'extermination de certaines populations sur des bases ethniques. Au point donc que les États-Unis et la France ont décidé de s'engager dans le conflit pour bombarder les positions de Daesh, tout en continuant d'agir pour le départ d'Assad. Les puissances dites occidentales se retrouvent donc face à une situation qu'elles ont elles-mêmes créée, et l'on voit mal comment le bombardement de l'État islamique pourrait permettre, à terme, de régler les problèmes dans la région. Toute l'histoire récente du Proche-Orient, de la guerre d'Afghanistan à la guerre d'Irak, montre que les interventions occidentales ne font jamais qu'empirer la situation. Le terrorisme islamique s'est toujours nourri de la déstabilisation de ces zones, tout simplement parce qu'une réponse militaire ne suffit pas. Pourtant, les solutions pour combattre réellement Daesh existent. Leur couper les vivres, en arrêtant d'acheter leur pétrole, cesser de soutenir les monarchies du Golfe qui les financent, mais surtout travailler à faciliter un véritable règlement politique du conflit. Pour le moment, pourtant, aucune de ces solutions n'est envisagée. C'est à croire que la paix au Proche-Orient n'est pas ce qui intéresse véritablement les grandes puissances internationales. Au final, elles ne participent au conflit que pour affermir leur position, comme si elles jouaient à une partie de risque en oubliant au passage le peuple syrien, qui est pourtant celui qui se retrouve au milieu du champ de bataille et qui subit les conséquences directes de cette guerre. Et maintenant, une actualité qui nous concerne directement, nous en France. Le gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de sécurité routière suite à un été particulièrement meurtrier sur les routes. Au programme, l'installation de 500 nouveaux radars et de milliers de faux radars, ainsi que l'utilisation de drones, le tout afin de décourager les excès de vitesse et de renforcer les contrôles sur les automobilistes. La sécurité sur les routes est bien entendu une question importante, mais on peut se demander si la solution est toujours forcément de pointer du doigt et de pénaliser les automobilistes. Car dans le même temps, toujours plus de lignes de train sont supprimées et les tarifs des transports en commun sont tels que les gens sont incités à prendre leur voiture. À titre d'exemple, un aller simple entre Paris et Toulouse coûte aujourd'hui entre 100 et 150 €, soit plus cher que le même trajet en voiture pour une personne seule. Avec ce genre de pratique, l'État et la SNCF incitent donc les gens à prendre leur véhicule personnel, ce qui augmente le risque d'accident, sans parler bien sûr du coût écologique. Une politique visant à réduire véritablement les dangers au volant et à protéger l'environnement devrait donc passer, au contraire, par un développement des transports en commun. Et nous nous retrouvons donc dans une situation d'hypocrisie totale de la part de nos dirigeants. Les questions soulevées par ces nouvelles mesures ne s'arrêtent pas là. Car l'État prévoit en effet que les contrôles de radars mobiles ne soient plus effectués par la police, mais par des sociétés privées. Cela pose de gros problèmes, car l'État abandonne ainsi ses fonctions régaliennes essentielles, et donc notre souveraineté, à des entreprises dont le but premier est le profit et pas la sécurité des personnes. Ainsi, le business passe une fois encore avant la sécurité des citoyens. Économie. Cette semaine, l'INSEE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2015, passant de 1,2% précédemment à 1,1%. Cette nouvelle constitue bien sûr un revers pour le gouvernement, dont l'objectif principal est justement la croissance. Mais cette information est aussi l'occasion de nous interroger sur le sens réel de ces chiffres, car lorsqu'on parle de croissance, il est intéressant de se demander de quoi l'on parle réellement. Quand on parle de croissance du PIB, c'est-à-dire la richesse produite par les agents économiques sur un territoire. Mais cet indicateur pose certains problèmes, car la valeur qu'il prend en compte n'est en fait qu'une valeur comptable, ce qui entraîne certaines absurdités. Par exemple, un accident de voiture a des conséquences sur l'activité,
Il faut mobiliser les pompiers, un dépanneur, faire marcher les assurances, racheter une voiture, voire dans le pire des cas, payer des frais d'obsèques. Autant d'activités qui seront prises en compte dans le calcul de la richesse produite. Pour l'économie, un accident de voiture est donc une bonne nouvelle. A l'inverse, les chiffres de la croissance ne tiennent pas compte des activités domestiques. Michel tond devant chez lui parce qu'il aime bien que ce soit bien tondu. Personne ne le paye, il ne dégage aucune valeur économique, elle ne sera pas comptabilisée dans le PIB du pays. En bref, on s'en fout. Cette activité ne sera prise en compte que si vous faites appel à un professionnel, alors que le résultat est le même. Mais surtout, le PIB ne prend en compte que la richesse produite comme une globalité. La question de la répartition de cette richesse n'intéresse pas les économistes. Cela veut dire que la croissance économique peut en réalité aller de pair avec un appauvrissement de la majorité de la population si cette richesse est mal répartie. Rappelons à ce propos qu'en France, la richesse n'a jamais été aussi mal répartie qu'aujourd'hui, puisqu'en 2014, les 1% les plus riches possédaient 24% de la richesse du pays. Autant vous dire que vous n'en faites pas partie, et moi non plus. La question qui se pose est donc la suivante. La croissance doit-elle être le principal objectif du gouvernement aujourd'hui ? Ne vaut-il pas mieux, plutôt, garantir une répartition équitable de la richesse de notre pays ? C'est à vous d'en juger. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.